Du coup voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous l'avez vu, j'en ai parlé sur Twitter, etc. Aujourd'hui, on va parler de l'OGL 1.1, car à l'heure actuelle où on est en stream et on est ensemble sur cette vidéo, eh bien un premier leak est sorti de l'OGL 1.1. La chose qui fait trembler des genoux tous les éditeurs, les gros publishers, les grosses maisons d'édition autour donc de la 5e édition, autour de Donjons et Dragons de manière générale. Et on va voir ça ensemble. Il y a eu plusieurs articles qui sont sortis assez intéressants pour le coup. Hop, je vais juste mettre ça dans ce coin-là. Je vais prendre l'article en question, article qui provient de chez Gizmodo, qui est donc le site, le journal numérique, mais qui est le site qui a vraiment eu en premier temps la main là-dessus, qui a une source fiable et sûre, qui fait partie notamment des sites que je suis pour avoir des news à ce niveau-là. Et du coup, donc, on va voir cet article ensemble qui est excellent. Voilà, comme le dit Soska, l'article est très bien fait, il est très bien écrit. Je vais vous le traduire en petit français parce que je vais devoir le traduire petit à petit. Et on va faire ça ensemble maintenant, voir ce qu'il en est et surtout en savoir davantage. Parce que l'OGL fait peur à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dessus à travers les réseaux sociaux. Ça va toucher tout le monde, mais pas tout le monde en même temps. Est-ce que est-ce qu'on n'aura plus le droit de rien faire et est-ce qu'il va falloir rendre des comptes, etc., etc. Il y a en effet plusieurs volontés derrière qui ont poussé Wizards of the Coast et notamment évidemment Hasbro à mettre le couteau sous la gorge de Wizards of the Coast pour le faire. Essayons d'en voir un peu plus clair. Je pense que c'était intéressant de le faire ensemble en stream. Et moi, je vais juste, vous mettre dans un coin. Je vais vous mettre dans un coin pour le moment. Voilà. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Alors, voici l'article en question. Je mettrai le lien probablement sur la vidéo YouTube. Donjons Dragon, la nouvelle licence, New License Sign-up, It's Grip. Donc, Donjons Dragon referme sa poigne sur sa licence pour empêcher toute forme donc de compétition. La nouvelle licence de jeu ouverte Donjons et Dragons OGL, appelé donc OGL, un document qui permet à un vaste groupe d'éditeurs indépendants d'utiliser les règles de base du jeu créé par Wizards of the Coast, propriétaire donc de Donjons Dragons, restreint considérablement le type de contenu autorisé et exige que quiconque gagne de l'argent sous licence déclare ses produits directement à Wizards of the Coast. Et selon une analyse d'une version préliminaire donc du document, ces produits le mois dernier, voilà, l'OGL original deviendra un accord non autorisé et semble qu'aucun nouveau contenu ne sera autorisé à être créé sous la licence originale. Qu'est-ce que la licence de jeu ouverte, donc Donjons et Dragons? Qu'est-ce que l'Open Gaming License, la fameuse OGL? La licence originale OGL est celle qu'utilisaient donc de nombreux éditeurs de jeux de table, de jeux de rôle contemporains pour créer leurs produits dans les limites du contenu reproductible de Donjons et Dragons. Je suis désolé, j'essaie de le traduire en même temps. Une grande partie de l'OGL original est consacrée aux documents de ressources du système et comprend les espèces, les personnages, les classes, l'équipement et surtout les structures générales du jeu, notamment le combat, les sorts, les créatures, etc., etc. La création de la version 1.0 de l'OGL a été publiée à l'origine en l'an 2000. En l'an 2000. Je suis désolé pour les pubs sur le côté. Est-ce que je peux pas fermer ça? Attendez, hop. Est-ce que je peux pas juste mettre l'article et éviter d'avoir les trucs de conspiration à la con à côté? Parce que c'est leur article, donc hop. Je vais le mettre comme ça. Ça sera peut-être moins lisible, mais au moins on n'aura pas les pubs sur le côté. Donc, qui a été publié à l'origine en l'an 2000, a permis en fait à une foule de concepteurs, designers and publishers, donc de concepteurs et d'éditeurs extérieurs à Wizards of the Coast, amateurs et professionnels, de créer de nouveaux produits pour un jeu qui reste entièrement à la propriété de Wizards of the Coast.
filiale évidemment maintenant de Hasbro. Si cet arrangement a parfois donné naissance à des produits qui entraient directement en concurrence avec les publications de Wizards of the Coast, il a également permis au jeu de s'épanouir et de se développer grâce aux ressources créées par la communauté Donjons Dragons au sens large, Wider D&D Community. Je pense que c'est une bonne façon de le traduire. En 2022, lorsque Wizards of the Coast a annoncé son intention de développer une édition révisée donc des règles de Donjons & Dragons sous le nom de code OneD&D, la société a déclaré qu'elle mettait également à jour l'OGL. L'OGL a été modifié de multiples reprises depuis sa publication en 2000 et Wizards of the Coast a parfois opté pour d'autres licences libres de droit, mais l'OGL original, le OG, le 1.0, était essentiellement resté intact jusqu'à ce que la société annonce qu'elle allait le développer, sa version 1.1, en 2023 et 2022 et l'a proposé en 2023. Voilà. Qu'est-ce que contient le fameux OGL 1.1 ? Beaucoup de choses en fait sont comprises dans ce document, alors que la licence de jeu ouverte originale est un document relativement court qui fait à peu près moins de 900 mots. La nouvelle version 1.1 qui a été fournie par IO9, par un développeur n'appartenant pas à Wizards of the Coast, compte plus de 9000 mots. Donc c'est quelqu'un d'extérieur à Wizards of the Coast qui a reçu le document et qui l'a transmis également à IO9. La nouvelle version de compte plus de 9000 mots. Elle aborde les nouvelles technologies comme la blockchain, les NFT et prend une position ferme contre les contenus sectaires en déclarant explicitement que la société peut mettre fin à l'accord si les créateurs tiers publient du matériel qui est manifestement raciste, sexiste, homophobe, transphobe, sectaire ou autrement discriminatoire. Et c'est, je pense, leur façon à eux de pouvoir contrôler ce qui est sorti. Pour ceux qui n'ont pas suivi par le passé, il y a eu quelques sorties de route de certains éditeurs qui ont sorti des contenus basés sur la 5e édition qui sont extrêmement racistes et principalement homophobes. Et du coup, je pense que c'est une façon pour eux, entre guillemets, officiellement, de dire, eh bien, on préfère décider ce que vous pouvez sortir et vous ne pouvez pas sortir avec notre licence. L'un des principaux changements, one of the biggest change, voilà c'est ça. L'un des principaux changements apportés au document est qu'il ait mis à jour l'OGL 1.0 précédemment disponible en indiquant que cet OGL n'est plus un accord de licence autorisé. En mettant fin à l'OGL original, de nombreux éditeurs sous licence devront revoir complètement leurs produits et leur distribution afin de se conformer aux règles actualisées. Les grands éditeurs qui se concentrent presque exclusivement sur les produits basés sur l'OGL original, comme Paizo, Cobble Press, Green Ronin, sont mis sous pression pour mettre à jour leur modèle commercial incroyablement rapidement. Ce n'est pas une erreur, donc selon le document obtenu par le IO9, les nouveaux accords stipulent que la licence de jeu OGL a toujours été destinée à permettre à la communauté de contribuer à la croissance de Donjons Dragons et à son expansion créative. Elle n'était pas destinée à subventionner les principaux concurrents, mais surtout maintenant que le PDF est de loin la forme de distribution la plus courante. Ce sentiment est réitéré plus loin dans le document. L'OGL n'est pas destiné à financer les principaux concurrents et il n'est pas destiné à permettre aux gens donc de créer des applications Donjons Dragons, des vidéos ou quoi que ce soit d'autre que les documents imprimés ou imprimables à utiliser pendant le jeu. Nous mettons à jour l'OGL en partie pour rendre cela très clair. Alors, c'est un peu plus complexe que ça parce que ici il parle de vidéos, on se dirait on veut parce que j'ai posé la question en fait pour la chaîne YouTube et en fait quand on parle de vidéos ou d'applications etc, c'est à des buts commerciaux. Donc c'est pour les éditeurs de jeux qui font faire des vidéos à but commercial. Typiquement, on en parle un peu, vous allez voir un peu plus tard, les fan-made content, les créateurs de contenu, podcasters etc ne sont pas touchés par ça. Où est-ce qu'on était ? En partie pour rendre cela, nous mettons à jour l'OGL en partie, donc voilà, pour rendre cela donc très clair. Paizo, éditeur du Pathfinder, l'un des plus grands concurrents de Donjons Dragons, a refusé de commenter les changements pour cet article, déclarant que la mise à jour des règles était une situation compliquée et en cours de leur côté. Chris Pramas, fondateur et président de Green Ronin Publishing, a déclaré qu'en dépit du fait que l'un de ses propres produits, Mutant et Mastermind, a été publié dans le cadre de l'OGL original en 2002 et est toujours disponible aujourd'hui. Ils n'ont pas vu la mise à jour de l'OGL et ils ne pensent pas qu'il y ait une quelconque avantage à passer à la nouvelle version telle que décrite.
Wizard of the Coast a refusé de commenter cet article ou de répondre à des questions spécifiques sur la fuite du document OGL en question. Un porte-parole a dirigé Ionine vers un billet de blog que la société a publié en décembre qui rassure la communauté en affirmant que cet OGL n'affectera pas matériellement la majorité des personnes travaillant dans l'industrie. Du coup, que va-t-il advenir ? Excusez-moi. Que va-t-il advenir ? Ah oui, c'est vrai, vous n'avez pas le bas du document que moi j'ai. Que va-t-il advenir de l'OGL original ? L'OGL original accorderait une licence perpétuelle mondiale et non exclusive au contenu de jeu. Ça, c'est ce qui était accordé avant, hein, communément appelé document de ressources système, le SRD, et stipulait donc que les titulaires de licence peuvent utiliser toute version autorisée de cette licence pour copier, modifier et distribuer tout contenu de jeu libre distribué à l'origine sous toute version de cette licence. Mais l'OGL mis à jour indique que cet accord est une mise à jour de l'OGL 1.0a précédemment disponible qui n'est plus un accord de licence autorisé. Donc fin de l'OGL original. Les nouveaux documents précisent encore dans la section garantie que le présent contrat régit votre utilisation du contenu sous licence et sauf indication contraire dans le présent contrat. Oh, ça c'est du hop, excusez-moi, paf. Ça c'est du verbeux ça. Nouveau. Selon les avocats consultés pour cet article, le nouveau langage peut indiquer que Wizard of the Coast rend nulle toute utilisation future de l'OGL original et affirme que si quelqu'un veut continuer à utiliser du contenu du jeu ouvert de quelque nature que ce soit, il devra se conformer aux termes de l'OGL mise à jour, qui est un accord beaucoup plus restrictif que l'OGL original. Wizard of the Coast a refusé de préciser si c'était effectivement le cas ou non. Le langage de juriste, c'est vraiment ça, c'est un langage de juriste, c'est... Excusez-moi, j'ai eu des boutons... Qui sera concerné par l'OGL 1.1 if the original license, donc si la licence originale n'est en fait plus viable, chaque éditeur sous licence sera affecté par le nouvel accord car il sera demandé à chaque créateur commercial de signaler ses produits nouveaux ou anciens à Wizard of the Coast. Je précise bien, chaque créateur commercial. On précise bien chaque créateur commercial. De plus, alors que la licence originale ne précisait pas le type de contenu que le créateur ou la créatrice tiers pouvait mettre à disposition et dont il pouvait tirer profit, la licence actualisée est très spécifique. La licence mise à jour autorise uniquement la création de jeux de rôle et de suppléments dans des médias imprimés et de formats de fichiers électroniques statiques, donc style PDF, etc. Elle n'autorise rien d'autre, y compris... mais sans s'y limiter, des choses comme des vidéos, des campagnes de tablettes, des campagnes de tables virtuelles ou de virtual tabletop, de jeux informatiques, de romans, des applications, des romans graphiques, de la musique, des chansons, de danse, de pantomime, etc. Vous ne pouvez vous livrer à ces activités que dans la mesure où cela est autorisé par la politique de contenu faite pour les fans de Wizard of the Coast ou pour un accord séparé entre vous et nous. Donc, vous pouvez faire ça seulement si c'est compris dans le fameux Fan Content Policy. Le stream, c'est compliqué. En fait, non. La politique relative au contenu de fans pourrait être lue ici. Hein, voilà, je vais vous le mettre là. Hop, vous avez le document qui est là. Hop, je vous mets le lien. Fuck. Tac, je vous mets le lien dans le chat. Tac. Si jamais vous voulez lire ça également. Donc la politique relative au contenu de fans peut être donc lue dans le chat, mais dans les grandes lignes, elle autorise le contenu gratuit basé sur ou incorporant notre licence. Le contenu de fans inclut les fan art, les vidéos, les podcasts, les blogs, les sites web, le contenu en streaming, les tatouages, les hôtels à la divinité de votre clerc, etc., etc. Donc tant que c'est du fan-made content, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Le brouillon de l'OGL 1.1 qui a fait l'objet donc d'une fuite indique que Wizard of the Coast ne donnerait peut-être pas beaucoup de temps aux détenteurs de licence pour s'adapter et accepter donc cette nouvelle politique. Le document indique que si vous souhaitez publier du contenu basé sur le SRD à partir du 13 janvier 2023, dans 7 jours, et le commercialiser, votre seule option est d'accepter l'OGL commercial. La source d'Ionine a indiqué que la version finale du document devrait initialement être publiée le 4 janvier, il y a 2 jours, ce qui aurait donné aux entreprises et aux créateurs 7 jours ouvrables pour se mettre en accord et se conformer. Qu'est-ce qui change dans le nouvel OGL ? Les règles sont légèrement différentes si vous gagnez de l'argent grâce à la vente directe ou à l'accès à votre travail. Le grand changement
Voilà, le grand changement entre les deux sections est un système de rémunération par palier. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. De nouvelles redevances et des règles pour l'utilisation du crowdfunding. Il y a une certaine clarté donnée sur Patreon et les conseils fondamentalement si votre contenu est disponible gratuitement ailleurs, mais que les gens peuvent vous soutenir volontairement sans que leur accès soit affecté. Vous êtes considéré comme non commercial. Donc, les abonnements, les subs, les Patreons, les vidéos, etc., c'est du non commercial. Vous n'êtes pas touché par le changement de l'OGL. C'est ce que semble indiquer la version 1.1. Donc, les créateurs de contenu, ce que nous on fait, etc., on va pouvoir continuer à le faire sans trop de stress. En tout cas, c'est les réponses que moi j'ai pu avoir à ce niveau-là. D'autres parties du nouveau document OGL. Pardon, excusez-moi. En outre, tous les créateurs devront utiliser distinctement et délibérément leur contenu du contenu. On devra distinguer donc notre contenu du contenu sous licence. Le nouveau document indique que cela doit être fait d'une manière qui permette à un lecteur de notre œuvre sous licence de comprendre la distinction sans avoir à consulter un autre document. Donc ça, c'est ce que je fais dorénavant maintenant. Je mets toujours le... Vous vous souvenez, hein, regardez, je vais vous le montrer. Je mets toujours en début de mes documents, je mets toujours ceci. Les rappels importants, les licences, etc., etc. Donc ça va devoir être mis de plus en plus clair également pour l'avenir. En outre, tous les créateurs donc, voilà, devront utiliser un document en disant voilà, il faut être sûr que les gens savent que c'est un truc qui n'est pas sous licence. Le document OGL mis à jour suggère une police de couleurs différente des astérix sur la page ou la mise en place d'un index ou d'une liste séparée à l'arrière de votre œuvre sous licence qui énumère également ce que vous avez utilisé du SRD. D'autres parties du document OGL créent un système à plusieurs niveaux pour chasser les titulaires de licence en fonction des revenus qu'ils tirent de la commercialisation de leurs œuvres sous OGL. Donc c'est vraiment principalement visé pour les gens qui vendent en fait. C'est pour les publishers, les maisons les maisons d'édition. Ça va toucher en fait les licences professionnelles. Ouvertement, ça va toucher que les grosses boîtes. Ça va toucher principalement les grosses boîtes. Les gens sur la DMs Guild, mais DMs Guild ils sont déjà sous licence, hein, Soska. DMs Guild est autorisé, les gens peuvent vendre sur la DMs Guild, c'est pour ça que 50% de leurs revenus sont retirés. En gros, ce qui va s'appliquer, éditeur, maison d'édition, ce qui va s'appliquer aux gens maintenant, c'est ce qui s'applique actuellement dans la DMs Guild. Pour ceux qui connaissent un petit peu, quand vous vendez quelque chose sur la DMs Guild, vous avez 50% de votre revenu qui est retiré. 25% pour Wizard of the Coast pour justement le fait de commercialiser, etc. Et 25% pour One Bookshelf, pour la plateforme, etc. Et c'est en fait ce qui va se passer à l'avenir. Mais on va continuer, vous allez voir, c'est expliqué un peu plus tard. Excusez-moi. Les éditeurs de l'OGL devront-ils payer des royalties ? Probablement pas, à moins qu'ils ne gagnent plus de 750 000 $ par an. Le titulaire de licence conserve largement l'argent qu'il gagne, mais le nouvel OGL stipule que l'accord commercial couvre toutes les utilisations commerciales, qu'elles soient rentables ou non. Donc si vous êtes dans le rouge sur un Kickstarter qui a gagné 800 000 $ de fonds de soutien, vous serez toujours redevable à Wizard of the Coast, indépendamment du fait que vous n'avez pas profité de votre projet encore. Notez que si vous semblez avoir obtenu un grand soutien, en produisant du contenu OGL commercial, nous pouvons vous contacter pour un accord de licence plus personnalisé et notamment mutuellement bénéfique. Note le document indiquant que Wizard of the Coast est ouvert à la création de contrats et d'accords personnalisés, mais à leur discrétion uniquement. Cela pourrait indiquer que la concurrence subventionnée, comme Pathfinder, pourrait ne pas obtenir un bon accord et tout simplement petit à petit perdre ce qu'ils ont fait. Le gérant de Kickstarter, oui, c'est repris dedans. Les niveaux de revenus donc sont les suivants. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui vont devoir potentiellement qui va payer et quels seront votre niveau de contrat que vous pourriez avoir. Donc nous avons au niveau initial, vous avez enregistré au moins une œuvre sous licence, mais vous n'avez pas généré 50 000 $ ou plus de revenus totaux, bruts provenant de produits OGL commercial. Au cours d'une année, vous êtes au niveau initial. Au niveau intermédiaire, si vos œuvres sous licence ont généré plus de 50 000 $ de revenus au cours d'une année donnée, mais moins de 750 000 $,
vous êtes au niveau intermédiaire. Et au niveau expert, c'est toutes les œuvres sous licence générées au revenu d'au moins 750 000 $ au cours d'une année donnée. Et là, vous êtes au niveau expert. Selon le document, si et seulement si vous générez une somme d'argent importante, plus de 750 000 $ par an sur l'ensemble des œuvres sous licence, à partir de vos œuvres sous licence, le revenu que vous réalisez à partir de vos œuvres sous licence au-delà de 750 000 $ au cours d'une seule année civile est considéré comme un revenu admissible et vous êtes tenu de verser 20 à 25% de ces revenus admissibles. Donc, les fameux 25%, 20-25%, ce sera uniquement pour ceux qui vendent des produits à plus de 750 000 $ bruts sur une année. Le projet explique ensuite que si vous gagnez 750 001 $, vous devez 25 centimes à Wizard of the Coast car il ne demande les redevances que sur le dollar gagné au-delà du niveau expert. Donc 749 999 $, pas de problème. 750 000 $, ça va encore. Mais 750 001 $, vous devez payer les 25% sur tout ce qui dépasse 750 000. Comme indiqué dans son annonce en décembre, Wizard of the Coast pense que moins de 20 entreprises se situent au niveau expert, donc ça ne touche globalement qu'à peu près une vingtaine d'entreprises à travers toute la planète, mais qui font plus de 750 000 $ sur la vente de produits. Qui doit enregistrer donc son travail auprès de Wizard of the Coast, les CGO, les conditions générales mises à jour, stipule que quel que soit le niveau auquel vous vous situez ou la quantité d'argent que vous pensez que votre produit va rapporter, vous devez enregistrer et auprès de nous toute nouvelle œuvre sous licence que vous avez l'intention de proposer à la vente, en incluant une description de l'œuvre sous licence. Nous vous demanderons également vos coordonnées, des informations sur l'endroit où vous avez l'intention de publier l'œuvre sous licence et son prix, entre autres choses. Donc ça, c'est vraiment pour être sûr d'avoir globalement une mainmise, mais surtout un droit de regard sur ce qui est proposé et comment c'est proposé. C'est logique, les gens. Si vous avez suivi ce qui s'est passé ces 2 ou 3 dernières années, notamment autour de Donjons Dragons, les contenus problématiques, ça leur a explosé à la gueule. En fait, c'est ça le truc, c'est que oui, on voit le côté où il y a une vingtaine de boîtes à travers la planète qui vont être touchées par ça. Mais il y a surtout aussi le fait qu'il y a plein de gens qui ont fait des trucs ultra problématiques avec la licence et qu'ils veulent avoir un droit de regard là-dessus parce qu'à chaque fois qu'il y a une merde, ça leur retombe, ça leur explose à la gueule et qu'ils en ont globalement marre de ça. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais on sait que, si vous connaissez un petit peu la culture Wizard of the Coast et vous savez comment ils réagissent face à ce genre de choses, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que ce genre de décision arrive. Donc voilà, il faudra indiquer où est-ce que c'est vendu, comment est-ce que c'est fait, etc., le prix, etc., etc. Les créateurs seront également tenus d'utiliser un badge spécifique afin d'identifier publiquement et de manière évidente que leur œuvre est couverte par l'OGL mise à jour et ils devront donner à Wizard of the Coast une copie de la publication. L'avant-projet suggère que beaucoup de ces processus seront gérés par l'ensemble d'outils numériques officiels de la société, notamment D&D Beyond. Donc voilà la raison pour laquelle ils ont notamment acheté Beyond. Il s'agit d'un changement significatif par rapport à l'OGL original qui permettait aux créateurs de contenu de publier sans déclaration. Bien qu'il soit logique que Wizard of the Coast veuille contrôler qui utilise le contenu de jeux ouverts, cela semble être une tâche impossible à réaliser concrètement. Les gens vendent leur travail sur des dizaines de plateformes et parfois un produit est vendu sur plusieurs plateformes différentes. Quelle que soit la forme que prendra le système de déclaration, la charge la plus lourde pèsera probablement sur les plus petits créateurs qui vont devoir remplir 15 fois des documents pour dire que j'ai vendu sur telle plateforme, le même produit avec de nouveau les informations, etc. Kickstarter. On en parlait justement là tout à l'heure. Kickstarter est la plateforme de crowdfunding préférée de Donjons Dragons. Le crowdfunding en ligne est un phénomène nouveau depuis la création de l'OGL original dans les années 2000, début des années 2000. Et la nouvelle licence tente d'aborder comment et où ces campagnes de financement peuvent avoir lieu. L'OGL 1.1 stipule que si les créateurs sont membres du niveau expert, si votre œuvre sous licence est financée par crowdfunding ou vendue via une plateforme autre que Kickstarter, vous payerez une redevance de 25% sur les recettes admissibles, donc au-delà de 750 000 $. Donc si vous avez 755 000 $, ce sera les 5 000 $ où il y aura les 25%. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est plutôt clair. Et si votre œuvre sous licence est financée par crowdfunding sur Kickstarter, notre plateforme de crowdfunding préférée, vous ne paierez qu'une redevance de 20% sur les recettes admissibles, au-delà donc de 750 000.
Cela signifie que la mise à jour de l'OGL encourage directement Kickstarter par rapport à toute autre plateforme, y compris les sites d'entreprises privées, puisque tout revenu non Kickstarter supérieur à 750 000 $ sera soumis à une redevance de 25%, et que seul le revenu Kickstarter bénéficie d'un avantage. Aucune raison n'est mentionnée par l'OGL 1.1 sur laquelle Kickstarter est la plateforme de crowdfunding préférée de Wizard. Cependant, John Ritter, directeur des jeux chez Kickstarter, a réagi sur Twitter en déclarant que Kickstarter a été contacté après que Wizards of the Coast ait décidé d'apporter des changements à l'OGL. Nous avons donc pensé que la meilleure chose à faire était de défendre les créateurs, ce que nous avons fait. Nous avons réussi à obtenir un pourcentage plus bas et d'autres discussions sont en cours. Pas d'avantage caché, pas de commission financière pour Kickstarter, c'est leur licence, pas la nôtre, évidemment. Il y a également une section dans la mise à jour de l'OGL dédiée aux conditions entourant le crowdfunding, même pour les niveaux initiés et intermédiaires. Il y a donc des conditions liées à l'utilisation de toute plateforme de crowdfunding, pas uniquement Kickstarter, pour faire décoller un projet. Les deux points principaux sont que vous ne pouvez financer par crowdfunding que la production d'œuvres sous licence et qu'aucun matériel contrefait ne doit être distribué comme avantage ou récompense. Donc pas de traduction au mot plus ou moins juste d'un truc qui aurait été mis dans un autre bouquin. Pas de... voilà. C'est des trucs qui doivent être sous licence et pas de matériel plus ou moins contrefait. Donc, the power is back at Wizards of the Coast. Le pouvoir est de retour chez la puissance, on va dire ça comme ça, est de retour chez Wizards of the Coast. Bien qu'il y ait beaucoup d'autres choses à analyser, la principale conclusion à tirer donc de la fuite du projet de document OGL 1.1 est que Wizards of the Coast garde le pouvoir à portée de main. Il n'est pas fait mention de droits perpétuels et mondiaux accordés aux créateurs, qui étaient présents notamment dans la section 4 de l'OGL original. Et l'une des réserves est que la société peut modifier ou résilier cet accord pour quelque raison que ce soit, à condition de donner un préavis de 30 jours. Wizards of the Coast obtient également le droit d'utiliser tout contenu créé par les détenteurs de licences, qu'il soit commercial ou non, bien que cela soit formulé dans un langage visant à protéger les produits de Wizard contre la violation des droits d'auteur et de créateurs. Le document indique pour tout contenu créé dans le cadre de la mise à jour de l'OGL qu'il appartient ou non au créateur. Wizards of the Coast disposera d'une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale pouvant faire l'objet de sous-licence et exempte de redevance pour utiliser ce contenu à toute fin. Donc en gros, c'est exactement ce qui avait déjà été fait avant. C'est-à-dire que globalement, tout ce qui est fait, même du fan-made content, etc., peut être utilisé par l'officiel et ils peuvent en avoir... En fait, globalement, quand vous faites quelque chose en fan-made content, vous perdez votre droit en fait dessus. La création que vous faites, en fait, n'est plus à vous. Personne n'est censé avoir quoi que ce soit à rendre de compte, et certainement pas eux, à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'implications dans cette politique étendue, et les ramifications de cette OGL... Attendez, je vais vous le mettre quand même devant. Et les ramifications de cette OGL mise à jour pourraient avoir un effet refroidissant sur les nouveaux produits sous licence. Comme seuls les produits statiques sont inclus, tous les travaux réalisés par des éditeurs sous les tablettes virtuelles... j'aime bien comment ils ont mis tablettes virtuelles, pouvant devoir être proposés sous forme de produits non commerciaux et gratuits, ce qui découragerait leur production. Les redevances associées à toute entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 000 $ pourraient également inciter les éditeurs à retenir des produits supplémentaires ou à réduire les projets afin de rester dans la catégorie des experts. Wizards of the Coast s'attend clairement à ce que ces modifications de l'OGL rencontrent une certaine résistance. Le document indique que si l'entreprise va trop loin, elle est consciente qu'elle recevra des réactions de la communauté et de mauvaises relations publiques. Et nous sommes plus qu'ouverts à l'idée d'être convaincus que nous avons pris une mauvaise décision. Alors, ça veut pas dire qu'ils vont la changer, hein. Mais en tout cas, ils ont établi dans leur document que nous sommes plus qu'ouverts à l'idée d'être convaincus que nous avons pris une mauvaise décision. Voilà, donc ça c'est ce qui globalement a été leak avec les explications. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? En fait globalement vous avez, si vous vendez des produits sous l'OGL, hein, 1D&D, 5ème édition, etc. Récupérer les fan-made, c'est en contradiction avec le droit d'auteur le droit d'auteur français. À partir du moment où tu acceptes leur fan-made policy, c'est compliqué en fait. C'est compliqué et il n'y a pas eu de jurisprudence, il n'y a pas eu de procès ou de décision qui pourrait apporter en fait avec les nouveaux cadres, notamment le 1.1
Je vous ai compris. Donc voilà, j'espère que cette petite information aura été plus claire. Donc globalement, vous avez différents tiers, ils vous demanderont d'enregistrer vos produits, quels qu'ils soient, commercial, je précise bien, des produits commerciaux. Et que en fonction de ce que vous allez gagner dessus, eh bien, ils vont vous demander de payer quelque chose, notamment si vous dépassez les 750 000 $. Et tout ce qui dépasse 750 000 $, eh bien, c'est là-dessus qu'il y aura une redevance. Selon eux, ça touche une vingtaine d'entreprises à travers le monde. Donc ça ne devrait pas toucher non plus autant de gens que prévu. On n'est pas en train d'empêcher les gens de faire de la création de fans, etc., de filer des trucs gratos. On n'est pas en train de dire aux vidéastes qu'ils n'auront plus le droit de faire quoi que ce soit. Ils sont en fait globalement en train de dire à leurs concurrents d'aller se faire foutre. Voilà. C'est que c'est fini la fête maintenant. La fête est finie, entre guillemets. En tout cas, c'est mon point de vue. Je vous laisse me donner votre conclusion. Moi, je vais lire avec le chat et je vais un peu discuter avec eux sur ce qu'ils en pensent. Moi, je vous fais des gros bisous et merci à toutes et à tous d'avoir été jusque là. Allez, ciao tout le monde!